va être amené dans la suite du cours sur les complexes à faire pas mal de trigonométrie en utilisant les complexes. Pour commencer, on va revoir les bases de la trigo sans les complexes d'abord. Et pour commencer, on va rappeler les valeurs remarquables de sinus et cosinus. Alors, vous n'en avez pas finalement 50 000, vous avez tout ce qui est en, tout ce qui est en pi sur 4, 3 pi sur 4, et les opposés, ça donne des racines de 2 sur 2 ou moins racines de 2 sur 2. Hein, il suffit de les placer sur le cercle trigo pour s'en rendre compte. Et ensuite, vous avez tous les angles en pi sur 6, pi sur 3, etc. qui vont donner des racines de 3 sur 2 quand c'est le côté long et 1,5 pour le côté court, entre guillemets. Je fais juste une petite remarque sur racine de 2 sur 2. Alors, souvent dans les calculs, on tombe sur 1 sur racine de 2 et là certains élèves ne reconnaissent pas une valeur remarquable de cosinus ou sinus, donc pensez bien dans ce cas à multiplier par racine de 2 en haut et en bas pour faire disparaître cette racine au dénominateur. On tombe effectivement sur racine de 2 sur 2, donc effectivement 1 sur racine de 2 c'est égal à racine de 2 sur 2, c'est bien de le savoir. On va continuer avec les relations trigo, donc qui relient sinus θ plus pi, donc en faisant des phasages de pi ou de pi sur 2, etc. Donc ce sont des relations à connaître. Quand je vous dis connaître, il ne faut pas les apprendre par cœur. Il faut vraiment savoir les relire à chaque fois, enfin les retrouver sur le cercle trigo. Alors par exemple, alors comment on fait? Vous prenez une petite valeur de θ, ok, vous la placez, vous placez votre θ sur votre cercle, puis vous regardez ce qui se passe, par exemple ici pour pi plus θ, donc quand je fais pi plus θ, j'arrive de l'autre côté, en fait je fais une symétrie centrale par rapport à l'origine, et donc c'est assez facile de trouver les relations trigo. Les cosinus ici je vois bien qu'ils sont opposés, donc j'ai cosinus θ plus pi qui est égal à moins cosinus θ, et les sinus, ils sont également opposés, donc sinus θ plus pi égale moins sinus θ. Alors également, si je veux trouver la valeur de cosinus pi moins θ et sinus pi moins θ, donc on prend pareil, une petite valeur de θ, et on regarde ce qui se passe pour pi moins θ. Alors moins θ, c'est l'angle qui est ici, ok, alors, qui est également ici. Et pi moins θ, c'est donc je pars de 0, je vais jusque pi, hop, et j'enlève θ. Donc je repars en arrière d'un angle égal à θ. Donc j'arrive bien ici. Du coup, ce que je constate, c'est que les cosinus sont opposés, donc cosinus de pi moins θ égale moins cosinus θ, alors que les sinus sont égaux. Si vous voyez bien que les ordonnées de ces points sont les mêmes. Voilà comment retrouver facilement ces relations sur le cercle trigo. Attention, je vous ai dit l'astuce, enfin l'astuce, la méthode, disons, c'est de prendre des petites valeurs de θ. Donc faites attention, si vous prenez par exemple des trop grandes valeurs de θ, par exemple une valeur de θ trop proche de pi sur 4, vous risquez de vous embrouiller parce que si vous faites pi moins θ ou pi sur 2 plus θ, ici vous retombez sur à peu près la même chose. Donc vous risquez de faire des erreurs dans vos relations. Donc prenez vraiment une petite valeur de θ qui fait que le cosinus et le sinus sont bien différents. Là, le cosinus est grand, le sinus est petit et on ne peut pas se tromper. Alors, deux dernières relations. Si je regarde θ plus pi sur 2, donc je pars de θ et j'ajoute un angle de 90 degrés, donc je tombe sur ce point-là. Je constate que son cosinus, en fait, devient le plus petit côté, donc en fait, on échange cosinus et sinus. Et le cosinus de ce point est négatif, donc ce sera égal à moins sinus θ, alors que le sinus reste positif comme le cosinus ici. Donc on a cette relation. Et enfin, dernière relation sur pi sur 2 moins θ. Pareil, donc je pars de 0, je fais un angle de pi sur 2, puis moins θ, j'enlève un angle égal à θ, donc j'ai ce point ici. Donc là pareil, on voit qu'on échange les valeurs de cosinus et sinus, mais les signes sont les mêmes. Donc j'ai cosinus de pi sur 2 moins θ égale à sinus θ, et sinus de pi sur 2 moins θ égale à cosinus θ. Entraînez-vous si c'est quelque chose qui n'est pas clair, il faut vraiment savoir le faire. N'apprenez pas ces relations par cœur, ça va polluer votre cerveau pour pas grand-chose, parce que vous pouvez les retrouver avec le cercle trigo. On rappelle dans cette partie les formules d'addition de sinus et cosinus.
qui sont écrites ici. Donc cosinus A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Sinus A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. À noter que vous remarquerez que ces formules sont encadrées dans votre cours, contrairement aux relations dans le cercle trigo qu'on a vu précédemment. Pourquoi elles sont encadrées? Parce qu'il faut que vous les connaissiez par cœur. C'est très important, il ne faut pas hésiter dessus, il faut les connaître. On va regarder l'idée de la démonstration. Alors pour ça, on se fixe A et B dans R, et on va prendre des points d'affixe exponentielle IA, donc un point sur le cercle trigo, qui a donc pour abscisse cosinus A et sinus A, puisque je vous rappelle que cosinus exponentielle IA, c'est cos A plus I sinus A. Et le point d'affixe exponentielle IB, donc c'est-à-dire le point qui est également sur le cercle trigo, qui a pour abscisse cos B et pour ordonnée sinus B. Et l'idée de la démonstration, c'est d'écrire de deux manières différentes le produit scalaire OMA fois OMB. Scalaire OMB. Alors, le premier avec la formule des coordonnées, donc on sait que produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Donc ici, si je l'utilise avec les vecteurs OMA et OMB, ça me donne cos A cos B plus sin A sin B. Et la deuxième formule en utilisant le cosinus, donc la formule qui vous dit que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit des normes fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Ici, les longueurs des vecteurs OMA et OMB, elles sont égales à 1, puisque ce sont des points qui sont sur le cercle trigo, qui est de rayon 1. Et l'angle qu'il y a entre OMA et OMB, c'est l'angle qui est ici, et qui vaut en fait A moins B. Donc j'ai OMA scalaire OMB qui est égal à cosinus de A moins B. En utilisant l'égalité de ce produit scalaire, j'obtiens la formule suivante, cosinus de A moins B égale cos A cos B plus sin A sin B. Alors c'est pas la formule qu'on a énoncée, celle qu'on a énoncée c'est cosinus de A plus B. Pour l'obtenir c'est facile, au lieu de prendre B, enfin en fait ce que je vais écrire c'est que cosinus de A plus B c'est cosinus de A moins B, et utiliser cette formule-là en plaçant B par moins B. Donc cosinus A, cosinus de moins B, plus sinus A, sinus de moins B. J'utilise la parité du cosinus, l'imparité du sinus, ça me donne cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B, et j'ai démontré comme cela la formule d'addition du cosinus. Pour celle du sinus, en fait, l'idée c'est d'utiliser les relations trigo qui relient sinus et cosinus. En fait, sinus de A plus B, je vais l'écrire comme le cosinus de pi sur 2 moins A plus B, puisqu'on a vu que sinus de θ, c'était égal à cosinus de pi sur 2 moins θ. Ça, je l'écris comme le cosinus de la somme de deux nombres, je vais l'écrire comme ça, pi sur 2 moins A plus moins B. J'utilise la formule d'addition du cosinus, et enfin je réutilise ma relation dans l'autre sens en fait pour réexprimer. Donc ici on écrit que c'est cosinus pi sur 2 moins A fois cosinus de moins B, sinus de pi sur 2 moins A, sinus de moins B. Ceci, ben, c'est sinus A, hein, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc sinus A, cosinus de moins B, c'est égal à cos de B. Et sinus de pi sur 2 moins A, en fait, j'utilise cette fois-ci l'autre relation sur mon cercle trigo. Donc ça, c'est cosinus de A. Et sinus de moins B, eh bien, c'est moins sinus de B, donc plus sinus de B. Et je trouve comme ça, enfin, je démontre comme ça la formule d'addition du sinus. De ces formules d'addition du sinus et du cosinus, on va en déduire les formules de duplication de sinus et cosinus. C'est-à-dire cosinus 2A et sinus 2A, les exprimer en fonction de cos A, sinus A. Donc je vous ferai remarquer que ces formules sont également encadrées dans votre cours, ce qui veut dire, maintenant vous l'avez compris, qu'il faut les connaître par cœur. Cosinus 2A, c'est égal à cos carré A moins sinus carré A, qui était aussi égal à 2 cos carré A moins 1 ou 1 moins 2 sinus carré A, et sinus 2A, c'est 2 sinus A cosinus A. Comment on démontre cela? En utilisant justement les formules d'addition. Donc cos A plus B, vous savez que c'est cos A cos B moins sin A sin B.
Et pour trouver cette formule, je remplace juste A par B par A, pardon, j'écris que c'est ça. Donc cos carré A moins sinus carré A. Pour obtenir les deux autres expressions, j'utilise la relation entre cos carré A et sinus carré A. Je sais que leur somme vaut 1. Donc je remplace soit sinus carré A par 1 moins cos carré A et je tombe sur cette expression, ou alors cos carré A par 1 moins sinus carré A pour obtenir celle-ci. Et pour la deuxième formule de duplication, sinus de 2a égale 2 sinus a cosinus a, j'utilise la formule d'addition du sinus et je remplace de la même manière b par a. Donc vous avez remarqué que ces formules, elles sont faciles à retrouver en utilisant les formules d'addition que vous connaissez par cœur et en remplaçant b par a. Sauf que je vous demande de les connaître par cœur, vraiment. Pourquoi? Parce que en fait, on ne va pas les utiliser dans le sens où on va exprimer cos de a en fonction de cos carré a ou de sinus carré a ou des deux, mais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, partant de cette formule, j'en déduis que cos carré A, c'est égal à cos 2A plus 1 sur 2, et également sinus carré A, j'en déduis que c'est 1 moins cos 2A sur 2. Et c'est dans ce sens-là qu'on va souvent utiliser ces formules, on reviendra dessus plus tard dans le cours, puisqu'on a une expression plus simple ici, elle ne fait pas intervenir de carré, ni ici. Donc à connaître par cœur. On va parler très rapidement de la fonction tangente et donner la formule d'addition de cette fonction. Alors si vous ne connaissez pas la formule, je vous la rappelle ici, tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ. On reviendra sur cette fonction quand on fera les fonctions usuelles, il faut connaître la définition. Et également savoir quand est-ce que c'est défini. Pour que ce soit bien défini, il faut que votre cosinus ne s'annule pas. Si je fais le cercle trigo, je vois que le cosinus s'annule en pi sur 2 et en moins pi sur 2 et en tous les pi sur 2 plus 2 capi, moins pi sur 2 plus 2 capi. Plus simplement, en fait, il s'annule en tous les pi sur 2 plus capi, puisqu'ici, moins pi sur 2, je peux l'écrire comme pi sur 2 plus pi. Et de la même manière, si je fais moins pi sur 2 plus pi, je retombe sur pi sur 2. Donc en fait, cosinus θ s'annule pour toutes les valeurs de θ qui s'écrivent comme pi sur 2 plus capi avec k dans z. Et réciproquement, pour tous les pi sur 2 plus capi, et puis ce sont les seules valeurs où le cosinus s'annule plutôt. Donc cette définition de tangente impose que θ soit différent, ne s'écrive pas de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est valable pour tout θ appartenant à R, privé de l'ensemble des pi sur 2 plus capi avec k qui appartient à z. Maintenant qu'on a rappelé la définition de θ, on va pouvoir énoncer la formule d'addition de tangente. Donc tangente A plus B, c'est égal à tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Alors elle est un peu plus compliquée que les précédentes formules qu'on a vues. Il faut la connaître par cœur et on va la démontrer. A noter avant de démontrer que pour qu'on puisse l'écrire, il faut à la fois que tangente A soit bien définie, que tangente B soit bien définie, mais aussi que tangente A plus B soit bien définie. C'est-à-dire que ni A, ni B, ni A plus B sont des nombres du type pi sur 2 plus capi avec k dans z. Alors si c'est bien le cas, donc si ni A, ni B, ni A plus B n'appartiennent à cet ensemble, alors on va pouvoir utiliser la définition de tangente A plus B qui nous dit que c'est sinus A plus B sur cosinus A plus B, et utiliser les formules d'addition du sinus et du cosinus. On arrive ici. Et ce que je fais ici pour passer de là à là, l'idée c'est d'essayer de reconnaître tangente. Donc là j'ai envie de diviser par cosinus A, cosinus B, c'est ce que je vais faire, diviser par cos A, cos B, donc en haut et en bas bien sûr. Ici j'ai donc sinus A sur cosinus A qui me donne tangente A. Là en divisant par cos A, cos B, j'ai sinus B sur cosinus B qui me donne tangente B. Et au dénominateur, en divisant par cos A, cos B, j'obtiens 1 moins ça divisé par cos A cos B, c'est-à-dire sinus A sinus B sur cos A cos B, et là je reconnais tangente A fois tangente B. J'obtiens donc cette formule, valable uniquement si ni A ni B, ni A plus B n'appartiennent à pi sur 2 plus capi k dans z. On va finir cette vidéo en parlant de congruence, donc c'est quelque chose qui n'apporte rien, mais dont le seul intérêt c'est d'abréger les notations.
Certains ont déjà travaillé avec les congruences au lycée dans un cadre particulier qui était celui de l'arithmétique, c'est-à-dire ils travaillaient avec des entiers. Et donc, bon, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les congruences, il faut faire attention, ici on se place dans le cadre général, donc il va y avoir quelques points où il faudra faire attention. Pour la définition, on prend x, y, t dans R, on va dire que x est congru à y modulo t, ce qui va se noter de cette manière, x congru à y modulo t, s'il existe en fait un cas dans z tel que x égale y plus kt, c'est-à-dire que x et y diffèrent d'un multiple de t. Regardons un premier exemple. Si je regarde les θ dans R tels que θ égale 0 modulo 2π sur 3. En fait, ce sont les θ qui s'écrivent sous la forme θ égale 0 plus 2π sur 3 fois k par définition, avec k qui appartient à z. Donc combien il y en a de nombres qui vérifient ça? Une infinité. J'ai 0 qui correspond à la valeur k égale 0, 2π sur 3 qui correspond à la valeur k égale 1, 4π sur 3 qui correspond à la valeur k égale 2, etc. etc. Moins 2π sur 3 qui correspond à la valeur k égale moins 1, etc. etc. Donc j'en ai une infinité, et deux réels consécutifs en fait sur mon axe ici qui vérifient ça, en fait ils sont à une distance 2π sur 3 l'un de l'autre. J'ai un écart de 2π sur 3 entre les deux. On va les représenter, ces réels, donc cette infinité de réels, on va les représenter sur le cercle trigo. Alors je vais commencer par 0. 0, il se situe ici. Ensuite, j'ai 2π sur 3. Oh, pardon. 2π sur 3, lui, il se situe ici. En fait, j'ai effectivement un écart de 2π sur 3 entre 0 et 2π sur 3. Ensuite, j'ai 4π sur 3 qui se situe hop, ici. Et en fait, le nombre complexe associé à l'angle 4π sur 3, eh bien c'est le même que le nombre complexe associé à moins 2π sur 3, puisqu'ici vous avez un angle de moins 2π sur 3. Donc en fait c'est le même que celui associé à moins 2π sur 3. Du coup ces deux réels sur le cercle trigo correspondent au même nombre en fait. Donc en fait, dans R, je vois une infinité de nombres sur la droite numérique. Sur le cercle trigo, pardon, je n'en vois que 3. J'ai celui-ci et tous tous les angles qui sont congrus à 0 modulo 2π, c'est-à-dire 2π, 4π, moins 2π, etc. etc. Ensuite, j'ai 2π sur 3 et tous les angles qui sont congrus à 2π sur 3 modulo 2π, donc 8π sur 3, pardon, moins 4π sur 3, etc. etc. Et le dernier, c'est 4π sur 3 ou moins 2π sur 3 et tous les nombres qui sont congrus à 4π sur 3 modulo 2π, donc 10π sur 3, moins 8π sur 3. En fait, je n'en vois que 3 sur mon cercle trigo. On va regarder quelques propriétés connues qu'on va exprimer à l'aide des congruences. En fait, c'est ce qu'on a dit, c'est le seul intérêt des congruences, c'est d'avoir d'abréger les notations. Donc pour commencer, quand A et B sont dans R, on a équivalence entre exponentielle IA égale exponentielle IB, et c'est équivalent à il existe K dans Z, ça on l'avait vu dans une précédente vidéo, tel que A égale B plus 2kπ. Ok ? Bien en fait, ça je peux l'écrire d'une autre manière, cette phrase à l'aide de congruence, ça s'écrit comme ça. A est congru à B modulo 2π. C'est-à-dire que A et B diffèrent d'un multiple de 2π. Deuxième propriété, pour tout θ dans R, le nombre tangent de θ est bien défini si et seulement si. Alors on vient de le voir juste avant, si et seulement si, on a dit que θ ne devait pas appartenir à l'ensemble des nombres qui s'écrivaient sous la forme π sur 2 plus kπ, avec k dans z. Bien, ça va se noter plus simplement de cette manière-là, si et seulement si θ n'est pas congru à π sur 2 modulo pi, pardon. C'est-à-dire que θ ne s'écrit pas comme π sur 2 plus un multiple de pi. Donc là, on comprend bien que ça n'apporte pas grand-chose, mais par contre, ça allège effectivement les notations. On va continuer avec quelques propriétés calculatoires des congruences.
Alors je vais supposer que x est congru à y modulo t avec x, y, t des réels. Alors si je prends n'importe quel lambda réel, j'ai ces deux propriétés. X plus lambda est congru à y plus lambda modulo t et lambda x est congru à lambda y modulo lambda t. Attention ici, on va revenir dessus. Pour démontrer la première, je suppose que x est congru à y modulo t, c'est-à-dire qu'il existe k tel que x égale y plus k fois t, donc avec k qui est quelque chose d'entier. Si je rajoute lambda de chaque côté de mon égalité, eh bien je tombe bien sur ce que je veux, c'est-à-dire que x plus lambda s'écrit comme y plus lambda plus un multiple entier de t, c'est-à-dire en fait que x plus lambda est congru à y plus lambda modulo t. Pour la deuxième propriété, c'est la même chose, on part de x égale y plus kt avec k dans z, et on va multiplier par lambda, ce qui me donne lambda x égale lambda y plus k lambda t. Donc attention, ici on a bien donc lambda x qui s'écrit comme lambda y plus un multiple entier de lambda t, c'est-à-dire lambda x congru à lambda y modulo lambda t. Donc c'est là où il faut faire attention pour ceux qui ont eu l'habitude de manipuler les congruences en arithmétique. Quand vous travaillez en arithmétique, vous prenez un lambda qui est entier, donc cette chose-là est entière, enfin c'est un nombre entier, et donc on va avoir lambda x congru à lambda y modulo t. En fait, c'est ce que vous avez eu l'habitude d'utiliser quand vous avez travaillé avec les entiers. Sauf qu'ici, k fois lambda n'a aucune raison d'être entier puisque lambda c'est réel. Donc cette chose-là, en général, n'appartient pas à z, donc cette chose-là n'est pas en général un multiple de t. Donc il faut faire très attention, pour que cette phrase soit correcte, il faut bien rajouter le lambda ici. Ok, donc perdez vos habitudes que vous avez prises au lycée. On va regarder un exemple de manipulation des congruences. Donc je cherche les lambda dans R tel que lambda, les θ dans R tel que θ est congru à pi sur 2 moins θ modulo de pi. En fait, c'est comme si on résolvait une équation, c'est-à-dire qu'en fait, la technique, c'est d'isoler l'inconnu. Donc, je vais faire, entre guillemets, passer le θ de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ajoute θ de chaque côté, ce qui me donne 2θ congru à pi sur 2 modulo pi, et pour isoler mon inconnu θ, ben, je divise par 2 ici. Donc, je me retrouve avec θ congru à pi sur 4 modulo, attention, il faut bien diviser ici dans le crochet, donc modulo pi sur 2. C'est-à-dire que θ s'écrit sous la forme pi sur 4 plus k fois pi sur 2. Donc il y a une infinité de nombres qui vérifient ça, puisque k décrit z, mais si je regarde dans le cercle trigo, en fait, je n'en vois que 4, pi sur 4, 3 pi sur 4, moins pi sur 4, moins 3 pi sur 4, par exemple. Mais en fait, tous les nombres qui sont congrus à l'un de ces 4 nombres modulo de pi. On va finir par quelques remarques sur les congruences. Donc, on l'a déjà dit, mais leur seul intérêt, c'est vraiment d'abréger les notations. Mais vous ne pouvez pas vous passer de revenir à la définition dans certains cas. Donc on va voir un exemple. En fait, souvent, on va vous demander de résoudre ce type d'équation. Donc on a une contrainte, θ doit être congru à phi modulo t, mais avec θ qui appartient à l'intervalle mn. Donc c'est-à-dire que puisque θ est congru à phi modulo t, on sait qu'il existe k tel que θ égale phi plus kt. Okay, ça, c'est la définition de la congruence. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a une infinité de θ qui vérifie ça. Donc pour k égale 0, ça me donne phi, pour k égale 1, on a phi plus t, etc. etc. En fait, la différence entre deux réels là, consécutifs sur mon axe, il y a une distance de t entre les deux. Okay, donc j'en ai une infinité ici que je suis en train de repérer. Sauf que vous avez en plus une deuxième contrainte qui vous impose que votre θ doit être entre m et n. Donc ici, si je repère m et n, bien je vois bien qu'il n'y en a plus une infinité, mais seulement ceux qui sont ici dans l'intervalle mn. Alors comment on va faire dans la pratique pour les trouver? Bien en fait, on va chercher les valeurs de k qui font que phi plus kt, donc ces nombres ici que j'ai repérés avec des croix, sont bien dans l'intervalle mn. C'est-à-dire en fait qu'il s'agit de résoudre l'inéquation d'inconnu k appartenant à z, qui est la suivante, phi plus kt, donc les nombres que j'ai repérés avec mes croix, encore une fois,
sont entre m, petit m et grand M. Donc on va résoudre cette équation. Alors supposons que t est positif, on va faire passer phi de l'autre côté, et ensuite on va diviser par t. Donc encore une fois, je vous rappelle que je suppose t positif. Je vais me retrouver avec cette inégalité. Donc c'est-à-dire en fait que pour que mes θ qui sont congrue à phi modulo t, donc qui s'écrivent sous cette forme-là, soient bien entre m et n, il faut que mes k soient entre m moins phi sur t et m grand M moins phi sur t. Donc vous n'allez pas en avoir une infinité, vous allez en avoir un certain nombre, et l'ensemble des solutions donc, de cette équation, avec cette contrainte ici, ça va nous donner quelque chose du type c'est l'ensemble des phi plus kt, oui mais pas pour k qui décrit tout z à cette fois, mais pour k qui appartient à un certain intervalle entier que vous aurez déterminé en résolvant en fait cette inéquation.